Bonsoir et merci de suivre en direct de la télévision Labari ce nouveau numéro de l'émission Contour. Contour qui s'intéresse aujourd'hui aux 100 jours du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Un conseil qui a pris le pouvoir, il vous se souviendra, le 26 juillet 2023. Depuis lors, que de défis pour les nouvelles autorités, que de soutien, mais aussi dans un contexte extrêmement difficile marqué par des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Alors, que peut-on retenir de ces 100 jours de pouvoir des militaires du CNSP? Quels sont les principaux défis qui doivent être relevés et surtout les perspectives qui se dégagent pour notre pays quand on sait que l'avènement de ce régime a quand même suscité l'espoir et l'espérance au niveau des citoyens. Pour en parler, nous avons sur ce plateau 4 invités. D'abord, et sur ma droite, nous avons Dr Boubé Salifou. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste, consultant international. Vous êtes également enseignant en philosophie et en sciences po en France, mais aussi au Niger. C'est dire qu'il a bien sa place sur ce plateau. Merci d'être là avec nous. Juste à côté de vous, nous avons un homme bien connu de l'espace médiatique nigérien, puisque c'est un homme politique. Monsieur Abdelkarim Mamalo, bonsoir. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous accueillir ici. Vous êtes agronome de formation. Vous êtes également leader politique, on dira homme politique, puisque les activités des partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Et sur ma gauche, j'ai juste à côté de moi quelqu'un d'autre que vous connaissez dans l'émission Contour. Il s'agit de Issoufou Boubacar Kado. Il est analyste, consultant en finance. Monsieur Kado, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre constante disponibilité chaque fois que nous faisons recours à vos connaissances et à vos compétences. Et enfin, nous avons un autre de la diaspora. Il est aussi bien connu, surtout sur les réseaux sociaux. Je dirais même que c'est un activiste, Rabani Haruna, que l'on voit assez souvent ces derniers temps sur la télévision nationale surtout. Monsieur Rabani, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yoro. Merci de nous visiter ici à la télévision Labari. Vous êtes membre de la diaspora vivant en Belgique. Alors, chers invités, nous ne perdrons pas beaucoup de temps. On va voir avec vous d'abord, docteur Boubé, quelle appréciation peut-on faire de la gestion globale sans tenir compte des détails du CNSP depuis 100 jours aujourd'hui. Je précise que c'est ce vendredi que ce nouveau régime a 100 jours. Alors, brièvement. D'accord. Je vous remercie de l'invitation et je salue aussi mes concitoyens qui participent à ce débat. Je salue aussi les différents téléspectateurs. 100 jours, apprécier 100 jours, en tout cas, au vu du contexte, c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple, puisque il y a 3 défis particuliers. Le premier défi, c'est tout simplement, si vous voulez... On va revenir sur les défis en détail. Quand je parle du globalement, paysage, oui. s'il vous arrive, Oui. si vous devez nommer la gestion de l'État par le CNSP sur 10, si vous devez le noter sur 10, combien vous lui donnerez? Sur 10, moi je dirais 7-8. On ne peut pas donner 10, 7-8, dans le sens où, en fait, il n'y a pas eu de guerre, le pays ne s'est pas effondré, n'est-ce pas? Et en même temps, pour le moment, il y a une gestion qui... il n'y a pas eu de chasse à la sorcière, il n'y a pas eu en fait, des grands dégâts. Donc il y a déjà en fait, le pays qui est stabilisé à ce niveau. Ouais. Donc c'est le premier pas. Et ce n'était pas gagné d'avance. Merci docteur. Vous aurez l'occasion de détailler tout cela. Monsieur Abdelkarim Mamalo, selon vous, globalement, comment peut-on apprécier la gestion du CNSP depuis 100 jours? Bon, moi je suis très positif. Je crois qu'au début de tout, il y avait d'abord ce coup d'État. Ce coup d'État qui a été un coup d'État extraordinaire dans son contenu, dans sa forme, un coup d'État sans faute. Propre. Le deuxième élément, je pense que ce discours-programme du président Tchani était un moment très fort, extrêmement fort sur le plan politique, et c'est ça qui a sonné l'alerte et le rassemblement. En face de ça, vous avez toute cette mobilisation sociale, le peuple de tous les côtés, de tous les pans, de toutes les régions, de toutes les ethnies. Je crois que les gens se sont réveillés, ils ont fait corps avec. Mais le quatrième élément, c'est notre patrie.
Je crois que pour une fois, les Nigériens ont donné un sens au mot patrie. Pour une fois, l'hymne national qui était désuet pratiquement à un moment donné et qui n'était pas accepté, l'a été. Pourtant, l'hymne est venu avant le coup d'État, mais pendant que l'hymne était là, les gens ne s'intéressaient pas très bien à cet hymne, les gens ne lui accordaient aucune importance, mais voilà que le coup d'État étant venu, ayant encensé la patrie, ayant donné un contenu à la patrie comme cet hymne, je crois que les gens ont appris à faire corps avec. Je crois que c'est un élément très fort. Pour vous résumer, vous pensez que la gestion est satisfaisante depuis pour moi, elle a été très satisfaisante. Merci. Et si je dois noter comme mon collègue l'a noté, moi je le donne 9, peut-être même 9,5. D'accord. Voilà. Merci bien. Monsieur Issoufou Kado qui rit beaucoup, donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas très d'accord avec vos prédécesseurs. Non, je suis d'accord avec eux, mais c'est peut-être les notes qui vont différer. La vote sera combien? Non, bon, moi je donnerai 7 sur 10. D'accord. Parce que si vous me demandez globalement d'apprécier avant de rentrer dans les détails, je dirais, bon, le discours programme du président a donné l'orientation. C'est la mise en œuvre qui pose problème. Sur le plan sécuritaire, je peux dire qu'il y a une amélioration de la situation depuis qu'ils ont créé cette alliance des États du Sahel, avec la mutualisation des efforts, des moyens. On a constaté que ça donne des résultats éclatants. Tout le monde l'a su. Sur le plan sécuritaire, ça va. C'est bon. Sur le plan départ des Français du Niger, on peut dire là aussi la bataille est presque gagnée, puisque l'ambassadeur Tutu insolent est parti. Maintenant, il reste les militaires dont on ne maîtrise même pas le nombre, qui sont en train de partir en compte-gouttes. Quand ils vont définitivement partir, je crois que c'est là où est attendue la transition. C'est sur le plan de la conduite de la politique économique, financière et monétaire. D'accord. C'est là-bas qu'il reste beaucoup de choses à faire. D'accord. Et on va le voir en détail. On va le voir en détail tout à l'heure parce que on va justement essayer de faire le bilan, même si c'est difficile quand même de faire un bilan de 100 jours. Alors, Monsieur Rabani, selon vous, globalement, comment vous aux chers téléspectateurs, bonsoir à vous, bonsoir à mes co-débatteurs. Bon, je crois que tout le monde ne peut aller que dans le même sens. 100 jours, il est très difficile de faire un bilan, mais globalement, c'est satisfaisant. Parce que moi, je vais aller au-delà du coup d'État. Quand il y a eu ce coup d'État, tout le monde a bonne souvenance que les gens ont chanté partout que le Niger doit s'effondrer, qu'ils ne peuvent pas tenir. Certains ont même sur des plateaux de télévision à Paris, on dit que le Niger ne tiendrait pas 2 semaines. Ça sera la catastrophe. 100 jours, pour moi, je pense que c'est bon. Mais quelque part, quand on viendra au détail, il y a des choses qu'il faut améliorer. Votre note pour la transition? Ce serait plus facile de noter secteur par secteur, mais globalement, moi je dirais 6. Et j'aurais mes raisons. Donc, toutes les notes que nous avons ici, en tout cas, dépassent la moyenne qui est 5. Alors, on peut dire que c'est encourageant pour le CNSP. Alors, nous également, ici, à la rédaction de la radio et télévision Bonferré, nous avons tenté d'apporter notre point de vue sur la gestion du pays depuis le 26 juillet dernier. Et c'est dans ce commentaire que je vous invite à suivre. Ce vendredi 3 novembre 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP aura ses premiers 100 jours d'exercice du pouvoir d'État. Occasion pour les Nigériens d'esquisser un premier bilan, même si tous sont unanimes qu'il est encore trop tôt pour un tel exercice. L'on peut cependant relever quelques préoccupations et difficultés des Nigériens depuis l'avènement de la transition militaire. Il s'agit, entre autres, de la cherté de la vie, notamment le prix du sac de riz, aliment de base dans les grandes villes de notre pays, dont le prix a connu une hausse importante. Il y a aussi le délestage dans la fourniture de l'énergie électrique, le manque de liquidité dans certaines banques, d'où la pauvreté qui s'est accentuée, et la lenteur observée dans l'assainissement des finances publiques. Mais l'on ne peut objectivement analyser ces légitimes préoccupations des Nigériens sans se référer aux sanctions injustes, injustifiées, injustifiables, illégales, illégitimes et inhumaines que la France a infligées à notre pays à travers la CEDEAO et l'UEMOA. La fermeture des frontières n'a visé un autre objectif que celui de condamner le peuple nigérien à mourir de faim, de misère et de misère. La fermeture des frontières n'a visé un autre objectif que celui de condamner le peuple nigérien à mourir de faim, de misère et de misère. La fermeture des frontières n'a visé un autre objectif que celui de condamner le peuple nigérien à mourir de faim, de misère et de misère. La fermeture des frontières n'a visé un autre objectif que celui de condamner le peuple nigérien à mourir de faim, de misère et de misère. La fermeture des frontières n'a visé un autre objectif que celui de condamner le peuple nigérien à mourir de faim, de misère et de misère. La fermeture des frontières n'a visé un autre objectif que celui de condamner le peuple nigérien à mourir de faim, de misère et de misère. La fermeture des frontières n'a visé un autre objectif que celui de condamner le peuple nigérien à mourir de faim, de misère et de misère. La fermeture des frontières n'a visé un autre objectif que celui de condamner le peuple nigérien à mourir de faim, de misère et de misère. La fermeture des fron
par manque de grains et de maladies par l'inaccessibilité aux produits pharmaceutiques que le Niger importe jusqu'au paracétamol. Mais au lieu que le Niger sombre dans la famine généralisée, ce sont les prix qui ont connu une hausse relative. Au lieu que l'on meure par centaines dans les hôpitaux par manque de médicaments, le taux de mortalité est resté dans sa triste fourchette habituelle. Quant à la suspension de la fourniture de l'énergie électrique par le Nigeria, elle ne visait ni plus ni moins qu'à plonger le pays dans le noir total avec l'arrêt brutal de son économie, voire même l'arrêt de toute existence humaine tout court. La suspension des transactions bancaires et le gel des avoirs de l'État du Niger à la BCEAO devraient porter le coup de grâce à travers une pauvreté insupportable, ouvrant la voie aux actes de vandalisme, de troubles sociaux de toute nature, pour qu'enfin s'installe le chaos. Pour le comprendre, il suffit de réécouter l'interview de l'ancien Premier ministre Oumoudou Mahamadou sur le plateau de France 24 au lendemain des dites sanctions. La batterie de sanctions qui a été prononcée par la CEDEAO et l'UMOA, c'est un pays qui ne pourra pas résister à ce genre de sanctions. Sur le plan économique, ça va être une catastrophe. Sur le plan social, ça va être une catastrophe. Ainsi, selon l'ancien Premier ministre de Mohamed Bazoum, le Niger n'arrive à financer son budget annuel que sur 6 mois. Et les 6 autres mois restants de l'année, le pays ne survit que grâce à l'aide budgétaire des Occidentaux et leurs instruments de domination. C'est tout simplement lamentable et on ne peut trouver meilleur aveu d'échec pour des gens qui ont dirigé le pays pendant plus d'une décennie. Et à dire que le Niger exploite l'uranium, l'or, le pétrole, le charbon, pour ne citer que cela. Et la catastrophe dont parle Oumoudou Mahamadou n'est rien d'autre que le chaos détaillé plus haut. Malheureusement pour les oiseaux de mauvais augure, la résilience du peuple nigérien, l'ingénierie gouvernementale de la transition et le soutien des pays amis ont permis d'atténuer les effets dévastateurs escomptés par les sinistres auteurs et instigateurs de ce chaos prémédité. On oublie aussi qu'il y a quelques semaines encore, le Niger était sous une réelle menace de guerre avec la CEDEAO qui avait mobilisé des moyens humains et matériels pour attaquer notre pays. D'ailleurs, jusqu'à présent, elle n'a toujours pas renoncé officiellement à son intention guerrière. À défaut de nous attaquer, les guérilleros de la France multiplient les tentatives de déstabilisation de notre pays avec le concours de certains compatriotes qui visiblement préfèrent voir le Niger à feu et à sang que d'accepter la fin de leur régime. Les messages incendiaires au relent ethno-régionaliste véhiculés ces derniers temps sur les réseaux sociaux participent de ce lugubre dessein. Comme quoi, il est encore trop tôt de crier victoire sur les ennemis internes et externes de la nation nigérienne. Parlons enfin de la lenteur sur l'assainissement en son volet reddition des comptes des anciens dirigeants. Là figure en bonne place la revendication de plus en plus forte de traduire l'ancien président Issoufou Mahamadou devant les tribunaux. Là-dessus, il faut juste retenir que ce qui donne à cette revendication légitime la chance d'aboutir est le coup d'État du 26 juillet fomenté au général de brigade Abdurrahman Chani et ses camarades de vouloir protéger les anciens dignitaires. S'ils voulaient vraiment les protéger, ils n'avaient qu'à les laisser au pouvoir sans les renverser pour qu'ils se protègent eux-mêmes, comme du reste ils l'ont fait pendant 12 longues années. La réalité est qu'il faut un certain temps pour bien sélectionner les membres de la COLDEF afin d'éviter les erreurs du passé où les commissions de moralisation n'avaient pas servi à grand-chose.
Pour finir, retenons qu'à sa prise de pouvoir le 26 juillet dernier, le CNSP avait annoncé 2 raisons fondamentales. D'abord, l'insécurité grandissante, ensuite, la malgouvernance. Tout bilan sincère de la transition doit essentiellement se baser sur ces 2 raisons. Or, là-dessus, l'on pourrait être unanime à reconnaître que depuis 100 jours, les terroristes subissent des pertes énormes et perdent progressivement de leur capacité de nuisance. Et à propos de la bonne gouvernance, jusque-là, en tout cas, aucun scandale n'a encore éclaboussé le CNSP et le gouvernement. L'un à l'autre, l'histoire retiendra que sans aide budgétaire des Occidentaux, avec des frontières fermées, un embargo financier, la suspension de l'énergie électrique par le Nigeria, notre pays est toujours debout grâce à la volonté de Dieu, au travail de ses dirigeants et à la remarquable résilience de son peuple. Au-delà de tout ça, les nouvelles autorités nigériennes ont remporté haut la main le bras de fer engagé avec la France. Emmanuel Macron, on se rappelle, avait dit « Mon ambassadeur ne quittera pas le Niger ». Le CNSP lui avait répondu « Il partira ». Et Sylvain Ité a quitté le Niger nuitamment. Emmanuel Macron avait aussi affirmé que les soldats français resteront au Niger. Le CNSP a répondu « Ils vont quitter parce que le Niger appartient aux Nigériens ». Et voilà que plus de la moitié des militaires français au Niger est déjà parti. Il serait tout à fait légitime d'en être fier. Voilà, docteur, ça a été fou. Si vous souhaitez commenter un peu ce reportage, le micro est à vous. Sinon, on passe directement au défi auquel le CNSP a eu à faire face. D'accord, je ferai peut-être un petit commentaire, parce qu'il y a tellement d'informations dans le repérage qu'enfin, on ne peut pas s'en passer. Il y a quelque chose qui m'a tiqué. C'est la réaction de l'ancien Premier ministre lorsqu'il parle évidemment du Niger qui va s'effondrer en 2 semaines. En fait, sa déclaration, son commentaire m'a rappelé en 2009 le président Tanja qui disait 50 ans d'aide, ça va. Et pratiquement 12-13 ans après, on se retrouve dans une situation où le Premier ministre qui a pratiquement participé sur 12 années à la gestion du pays et qui dit que en deux semaines, le pays ne va pas tenir. Il dit, je cite, « Je connais les faiblesses, la fragilité du Niger. Avec les batteries de sanctions, le pays ne peut pas tenir. » Mais là, ce n'est pas la fragilité du pays, c'est plutôt en fait la question de la gestion. Il a posé le problème de la gestion. La gestion passée, leur gestion. Gérer un pays pendant plus de 10 ans et se dire que ce pays ne peut pas tenir plus de 2 semaines. En fait, le problème, c'est déjà la question du stock national stratégique. Comment, en fait, gérer un pays sans pour autant prévoir une catastrophe, sans pour autant prévoir des situations pareilles. De surcroît, c'est un pays qui est continental, nous n'avons pas accès à la mer. Observez l'exemple du Maroc, il y a eu un tremblement de terre, le Maroc a choisi les pays qui vont intervenir et ils ont géré la crise à l'interne. Oui, et nous, c'est tout simplement la suspension des aides. Et on dit que non, on ne peut pas s'en passer. Le deuxième élément, pour ne pas m'étaler. Pour aller rapidement. Oui, pour aller rapidement. En fait, le deuxième élément, c'est cette situation de fermeture des frontières, l'asphyxie du pays, qui est quelque chose d'inédit. C'est totalement inédit, en fait, ce que le Niger a vécu, mais c'est aussi un élément révélateur. C'est un élément révélateur, la vie coûte cher, donc ça révèle que, en fait, nous avons une dépendance élevée vis-à-vis de l'extérieur. Nous avons au moins 544 km du fleuve.
Nous avons des lacs, nous avons des vallées. Et même de l'eau souterraine. Voilà, au moins la question du riz, la question de certains produits doit être prise en charge par les Nigériens. Ouais. Vous voyez. Donc, c'est les deux aspects. On a compris. Alors, selon vous, oui. depuis qu'il est là, le CNSP et le gouvernement, depuis qu'ils sont là, alors, puisqu'il s'agit de deux, ont eu affaire principalement à quels défis? Quels sont les défis qu'ils ont dû affronter? Vous avez parlé tout à l'heure de la fermeture des frontières, ça oui. est une. Oui, il y a la fermeture de frontières, mais le plus grand défi, en fait, c'est certains Nigériens qui se sont retournés contre le pays. C'est le plus grand défi parce que ces Nigériens qui se sont retournés contre le pays étaient prêts, en fait, à en découdre avec leur propre pays. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de donner des informations assez stratégiques du pays. Puisqu'ils ont géré le pays. Oui, ils ont géré, ils ont les dossiers. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect, en fait, de vouloir déstabiliser le pays à l'interne parce qu'ils ont la capacité de toucher des personnes à l'interne et de vouloir déstabiliser le pays. Et je vous assure, les 100 jours, en fait, tenir 100 jours face à une telle menace, parce que c'est des puissances qui sont derrière. Et tenir 100 jours face à une telle menace, c'est vraiment relever un défi énorme. C'est relever un défi énorme. Et en dehors de la tentative de déstabilisation et de la fermeture des frontières, quel autre défi selon vous? Un troisième défi, je dirais, le défi du terrorisme. Le défi du terrorisme, puisqu'il faut à la fois gérer la menace de la guerre, il faut aussi gérer, en fait, le terrorisme, parce que on sait qu'au Burkina, il n'y a plus de répit, au Mali, il n'y a plus de répit. Et maintenant, en fait, le Niger, qui était devenu en quelque sorte une sorte de sanctuaire dans la zone de 3 frontières. Le maillon faible. Je ne dirais pas maillon faible, peut-être une sorte de sanctuaire, puisque ils n'étaient pas menacés directement à l'époque. Donc maintenant, là, ils sont en fait dans une sorte de face-à-face et dans une démarche active. Donc vous voyez, à un certain moment, ils ont commencé à vouloir faire des embuscades, qui est un signal de l'absence de fief. Parce que s'ils n'ont pas de point d'ancrage, en fait, ils vont circuler et essayer de provoquer des embuscades. Des dégâts. Faire des signaux, en fait, et créer une sorte de psychose au sein de la société. Et c'est un défi énorme que les autorités ont su, en tout cas pour le moment, gérer et de plus en plus stabiliser. Merci beaucoup, docteur. Alors, M. Abdou Karim, selon vous, le CNSP a été confronté à quel genre de défi? Comment a-t-il réagi face à ces défis? Bon, moi je pense que à travers ce que je viens de voir d'abord sur le clip, le tableau est un tableau très positif. Tout à l'heure, je l'avais déjà dit. Et parlant de ce que les Nigériens sont en train de souhaiter que leur pays s'effondre, comme on a entendu tout à l'heure les propos malheureux d'un ancien Premier ministre, je crois que c'est de le même axe avec Alassane Dramane Ouattara. Vous vous rappelez très bien ce qu'il disait du Mali. Quand recevant le Premier ministre malien de l'époque, M. Mara, il disait à M. Mara que le Mali ne résisterait pas 2 semaines. Donc c'est dans le souhait de ces sbires occidentaux de faire de façon à ce que nos économies s'effondrent, à ce que nos pays disparaissent, à ce que nos États soient déstabilisés. C'est ça. Donc je trouve que ce qu'on a entendu par ici, ce qu'on entend par là, c'est ça en fait le défi d'aujourd'hui. Comment faire face à toutes ces frondes? Comment faire face à toutes ces guérillas urbaines, ces guérillas politiques que les gens sont en train de fourbir derrière la France, qui les mandatent à faire? Ils n'ont même pas le courage de dire qu'ils ont été mandatés par quelqu'un. Mais tout le monde sait que ce sont des cris qui sont dans le cœur, ou du moins dans le rythme de ce qu'on a déjà entendu. Que ce soit hier Alassane Dramane Ouattara qui le dise en du Conseil au Mali, ou aujourd'hui un certain ancien Premier ministre du Niger qui le dise à propos de son propre pays. Vous voyez, c'est le même axe. Hein? L'axe Alassane Dramane Ouattara, l'axe Talon, l'axe Macky Sall, que sais-je encore? Tous ces gens, le Nigeria avec Tinubu, tous ces gens qui étant en Afrique avec nous, qui n'ont absolument pas d'intérêt objectif à s'attaquer à nous. Donc c'est un intérêt, ça ne peut être que l'intérêt de quelqu'un. Cet intérêt de quelqu'un, ça ne peut être que l'intérêt du colon ou du néocolon, de l'impérialiste français. Je pense que c'est très clair. Donc le défi que nous avons, c'est comment faire face avec témérité à ces genres d'assaut. Le deuxième élément, c'est que cette CEDEAO que nous avons en face, qui sont alimentés par le courant que nous connaissons très bien. Le courant Talon, le courant Alassane Dramane Ouattara, et puis les autres, hein, qui ne répondent que, en tout cas, du déshydratat de quelqu'un dont on a cité le nom tout à l'heure, la France. Donc ça, à mon avis, c'est extrêmement important, tout comme les
aussi la question de l'UMOA. Nous sommes dans un carcan de l'UMOA qui nous maintient dans une sorte de service monétaire avec le franc CFA, tout le monde le sait. Mais tant qu'on ne et justement sur le plan économique, aujourd'hui, ça se ressent. Hein? Mais bien sûr, les gens souffrent. Mais ça c'est fait exprès. Mais c'est fait pour que nous souffrions. Mais je pense que les Nigériens ont montré à travers déjà le clip que nous sommes résilients et nous tenons bon. C'est ça l'essentiel. Et je pense que l'essentiel n'est pas d'avoir des défis, mais de savoir comment se comporter face aux défis. Et je pense que tout maintenant, pour parler des réponses apportées par le gouvernement, les autorités de façon générale, le sac de riz à 16 000 aujourd'hui, est-ce qu'ils ont vraiment fait ce qu'ils devaient faire? Moi, je pense que c'est un sujet extrêmement délicat. Vous savez, nous sommes dans un espace où le marché est libre, malheureusement. J'entends des gens qui demandent à ce que le CNSP intervienne pour réguler le cours du marché. Aucune régulation ne peut se faire tant que ce n'est pas l'État qui injecte de l'argent dedans. C'est ça qu'on peut faire. C'est la seule solution, il n'y a pas une autre solution. Mais on est quand même dans un régime d'exception. Mais bien sûr. Mais dans le régime d'exception aussi, le marché ne peut pas sortir en dehors de la liberté qu'il a acquise déjà. C'est ça l'idée. Quel que soit le régime aujourd'hui, il est extrêmement impossible de demander aux commerçants de baisser le prix comme ça, sans pour autant que l'État ne fasse la monnaie d'échange en face, donc n'investisse pour pouvoir supporter donc l'abaissement du coût. Ça, au moins, il faut qu'on le sache. Mais pourquoi ne pas le faire aujourd'hui pour soulager la population? Mais bien sûr, ça aussi, ça fait partie des grands défis. Au moment où, tout à l'heure, vous disiez dans le club que les banques sont en situation de sécheresse financière, au moment où les salaires sont à peine perçus, non pas du faute du gouvernement, mais du faute du système bancaire qui nous limite à une certaine assiette. Donc vous voyez bien que c'est extrêmement difficile. Donc les défis ne font que se multiplier. Mais je pense au lieu que nous continuions à faire la fronde contre ce régime, c'est de voir dans quelle mesure notre coopération puisse aller dans le sens positif d'aider ce régime à aller de l'avant. On va revenir sur la responsabilité des citoyens, notamment le soutien. Est-ce qu'il va continuer ou pas? Bien le soutien sûr, populaire qu'on a jusque-là. Monsieur Kado, on va parler avec vous surtout de l'économie. Selon vous, sur le plan financier et économique, quel a été véritablement le défi? Bon. D'abord, je veux parler globalement du défi sécuritaire quand même. Il faut dire qu'il est en train d'être relevé, mais pas totalement. Et depuis la création, comme je le disais tout à l'heure, de cette alliance de l'Eptaco Gourmand, l'AES, là, on sent que la situation sécuritaire elle est en train d'être maîtrisée. Je crois que c'est ça qui a fait même reculer certaines puissances. Quand ils ont vu l'engouement du peuple, surtout les jeunes qui ont accueilli la révolution, parce que c'est une révolution, hein, qui ont accueilli la révolution et que les jeunes gens étaient prêts à mourir quand la CEDEAO a donné le petit atome au Niger. Vous avez vu comment les jeunes gens ont occupé les places stratégiques du pays. Ils disent on va commencer par eux avant d'atteindre les militaires. Donc ça fait reculer tout quelqu'un qui est censé. C'est ça que même les Américains au départ n'étaient pas favorables. Ils sont dans le pays, ils ont analysé, ils ont vu que en réalité c'est une révolution qui a été, le peuple s'est approprié de la révolution, donc ils étaient obligés eux-mêmes de reculer. La CEDEAO a reculé parce que le Nigeria, vous avez vu, c'est les États du Nord qui ont freiné Tinubu. C'est quelqu'un qui n'a aucune expérience de la gestion d'un État. On le bombarde président de la CEDEAO, il ne sait même pas comment faire. Vous avez vu, on le montre souvent, il somnolait dans la salle. C'est après qu'il se réveille, on lui dicte les décisions qui ont été prises. À un moment donné, j'ai aperçu, c'est Alassane Ouattara même qui dictait ces sanctions-là qui ont été prises à Paris, à l'issue d'un conseil de sécurité présidé par Macron. Ça, il faut le souligner. Donc, vous avez vu, en réalité, c'est la France qui cherche à nous torpiller, parce que pour elle, si le Niger l'échappe, le vol de l'uranium, le vol de l'or, le vol du pétrole va l'échapper, puisque la Russie a serré le robinet. Ils n'ont pas le gaz, ils n'ont pas le pétrole russe, le maïs et le blé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils trichent, ils passent par la Chine pour acheter les produits russes. Mais nous, au nom de quel droit ils vont manipuler certains chefs d'État irresponsables pour nous fermer la frontière? Pour revenir à ma question, maintenant, sur le plan économique, quand tu dis financier, sur le plan économique et financier, je dis il y a des lacunes qu'il faut relever. Avant d'arriver aux lacunes, quel a été véritablement les défis? Nous, citoyens, on ne comprend pas très bien, peut-être souvent, ce que ça veut dire de couper les transactions financières, de manque de liquidité dans les banques.
Qu'est-ce que c'est? Sur le plan financier et économique, on peut dire que c'est une sorte de banditisme d'État que la France a institué dans nos États. Si vous prenez les statuts de la CEDEAO, de l'UEMOA, nulle part vous trouverez où on a dit de fermer les frontières. C'est au contraire ouvrir les frontières. C'est dans le protocole d'accord additionnel de la CEDEAO, il a été prévu 3 sanctions. Quand un pays a des problèmes, on va dépasser ce débat parce que c'est pour vous dire que ces sanctions sont illégales, illégitimes et injustes. On est d'accord. Il faut se battre maintenant pour faire annuler ça. Quel est leur impact sur la vie économique et financière du pays? Un pays qui a des milliards logés dans son compte d'opération à la BCEAO, c'est des centaines de milliards qu'on a gelés. Bon, là où je trouve que c'est-à-dire le Niger a failli aussi. Vous savez, au Mali, quand il y a eu coup d'État, les cadres de la BCEAO qui étaient là-bas, qui étaient des nationaux, ont coopéré. Avant que la décision de la... Ils savaient qu'il y aura une décision qui sera prise. Ils ont rapatrié leurs fonds dans le compte du Trésor national. Au Niger, ça n'a pas été le cas. Les gens ont traîné. Vous voyez, c'est ça qui a fait que tout notre argent actuellement est bloqué. Quand on vous bloque, même vos avoirs qui sont dans des banques, pas seulement la Banque centrale, toutes les banques de l'UEMOA et de la CEDEAO, on n'a pas droit. On dit même des particuliers, leurs comptes seront bloqués. Même vous, si on constate que vous êtes le soutien de le CNSP, ils peuvent vous bloquer vos comptes. Est-ce que vous avez vu ça? Si ce n'est pas du banditisme. D'abord, il n'y a aucun texte qui le permet. C'est un délit. Mais je me rappelle le Mali, quand il a déposé plainte, ils ont traîné avant de lui donner raison. Je crois qu'il a même eu un dommage et intérêt, si j'ai bonne mémoire. Bon, on va arriver à ça aussi au Niger. Mais l'objectif, c'était d'étrangler l'économie, de nous étouffer. Ça n'a pas donné le cas, puisque pourquoi ça n'a pas donné ça n'a donné, puisque la chance... les autorités ont fait non, ça n'a pas donné, puisqu'on a eu la chance, on est en frontière avec le Mali, le Burkina. Vous voyez, l'Algérie ne nous a pas fermé ses frontières, la Mauritanie aussi. Même au Nigeria, si vous prenez le nord, c'est théorique la fermeture. Quand vous prenez le nord du Nigeria, le commerce, ça marche. C'est un commerce qui date de l'époque précoloniale. Moi-même, presque 3 semaines, je reçois des gens du Nigeria qui viennent. Je leur demandais par où vous venez. Ils disent non, ils ont leur route traditionnelle qui date d'avant la période coloniale. Donc même le Nigeria, en réalité, le nord là, bon, ils ne sont pas contents puisque ça joue sur leur économie, mais on arrive à commercer puisqu'il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Donc vous voyez, avec le Mali, on arrive à faire rentrer les produits de première nécessité. Avec l'Algérie, si vous avez remarqué l'huile qu'on est en train de vendre sur le marché, le lait, les céréales, là, les pâtes alimentaires, ça nous vient de l'Algérie. Donc vous voyez, l'effet des sanctions n'a pas produit l'effet escompté. C'est ça qui les dérange et ils ne savent plus comment faire. Sur le plan sécuritaire, les militaires ont tenu. Ils n'ont pas eu peur de les affronter. Et il faut reconnaître aussi que les Américains ont une grande connaissance de notre armée, puisqu'ils travaillent avec eux. Ils ont dû conseiller les Français de faire attention. Ce n'est pas une armée qu'on peut venir en quelques minutes la massacrer. Je crois que les Américains ont joué un rôle important là-dedans, puisqu'ils connaissent comment opère l'armée nigérienne. Et puis, ils savent que les Russes sont là. Il faut là qu'on dise, au Niger? Bien sûr, les Russes ont dit qu'ils protègent l'alliance des États du Sahel. Le Niger fait partie. Quand ils ont entendu les Russes se prononcer, ils savent que quand ils vont intervenir, ils seront humiliés. Puisque les Russes n'attendent qu'une occasion pour humilier les Français. Oui. Donc vous voyez. Maintenant, la réaction du gouvernement face à... Bon, maintenant la réaction du gouvernement. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai entendu parler du riz qui a monté. Là aussi, c'est une défaillance du gouvernement. Pourquoi je dis qu'il y a une défaillance? Les prix ont monté. Je me rappelle au moment du Covid, pas Covid, la guerre de l'Ukraine, les opérateurs économiques ont justifié des mêmes arguments pour augmenter les prix. Il y a eu une réunion à la Chambre de commerce pour faire un désarmement tarifaire pour qu'ils puissent diminuer. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent non, que c'est le gouvernement qui n'a pas honoré ses engagements. Avec le Covid, c'était la même chose. Maintenant, ils ont fait un désarmement tarifaire de 25% sur les produits importés. Normalement, il y a l'ancien stock
C'est-à-dire, c'est le ministère du Commerce, je trouve, qui a été défaillant. Même si le système de contrôle des prix n'existe plus, on veut appliquer le libéralisme sauvage, puisque moi j'appelle ça libéralisme sauvage, puisque même en France, le pouvoir d'achat des citoyens est protégé. Ils ont ce qu'ils appellent une subvention au pouvoir d'achat. Nous, ici, on appelle ça contrôle des prix. Au ministère du Commerce, il doit avoir un service qui doit contrôler les prix. C'est quoi contrôler les prix? Les prix ne sont pas fixés comme ça, c'est de manière scientifique. Il y a des montants, il y a un plafond que tu ne peux pas dépasser en matière de prix. Et il y a un plafond sur lequel tu ne peux pas descendre. Est-ce que le ministère du Commerce est en train de vérifier ça de manière scientifique? Ça se fait. Ils ne le font pas. L'autre jour, j'ai vu le ministre s'asseoir avec un opérateur économique pour dire que l'on demandait de vendre à combien là? 15 000, alors qu'il y a un qui vend à 12 000. Au lieu d'aller vers celui qui vend à 12 000, l'aider à vendre, puisque si vous vous rappelez au temps de Kounché, c'est ce qu'il faisait. Kounché, dès qu'il y a une pénurie des produits de première nécessité, il a ses opérateurs économiques, c'était les Balad Ansani, les Doulaton, et puis comment elle s'appelle, la Chana. On les appelle et on demandait à la BDRN d'ouvrir une ligne de crédit. Il dit tout de suite ils n'ont qu'à aller faire rentrer les produits. Parce que quand vous faites rentrer en masse les produits, le prix de lui-même se casse. La loi de l'offre. C'est ça que le gouvernement devrait faire. Le gouvernement devrait on va en arriver aux solutions. Aux banques nationales d'ouvrir des lignes de crédit à des commerçants qu'on va sélectionner, les plus nationalistes, les plus sérieux. Pas des voyous qui profitent de la montée des prix pour se faire du bénéfice. Moi, je pense que c'est ça l'erreur du gouvernement en laissant les gens faire ce qu'ils veulent. D'accord. On va revenir sur les perspectives et les solutions à proposer. Monsieur Rabani, les défis, selon vous, quelle a été la réaction face aux principaux défis des autorités? Pour moi, il faudrait d'abord définir, à mon avis, selon moi, le plus grand défi auquel le CNSP a répondu, c'est je ne dirais pas il y a le défi sécuritaire, mais aujourd'hui, c'est le défi face à l'impérialisme. Quand il y a eu le coup d'État, nous avons tous entendu Macron et ses ministres défier le Niger. D'abord, dire clairement qu'ils ne vont pas reconnaître le CNSP, qu'il faut absolument ramener le président courageux, et d'autre part, manipuler la CEDEAO pour que nous soyons sous des sanctions inhumaines. Donc pour moi, le premier défi auquel le CNSP a répondu, c'est de vraiment tenir tête à l'impérialisme, à cette méchanceté humaine dont les présidents de la CEDEAO, les amis de l'ancien régime ont fait preuve. Donc je vais rejoindre le premier intervenant qui avait parlé comment on appelle ça, de nos compatriotes dignitaires de l'ancien régime qui sont partis certainement livrer des informations, faire en sorte que le Niger soit attaqué. Donc très malheureusement, le CNSP a surpris tout le monde. Le CNSP a tenu tête. Le CNSP, dans son savoir-faire, a pu sauvegarder en tout cas les frontières à l'intérieur. Il y a aussi le soutien populaire. Il faudrait aussi reconnaître que le CNSP a pu susciter, c'est un défi auquel le CNSP a aussi répondu, il a pu susciter le patriotisme dans les cœurs des Nigériens. Mais là, est-ce le CNSP, les Nigériens avaient une certaine colère qui grondait en eux, qu'ils n'arrivaient pas à extérioriser, et l'occasion est venue avec les événements du 26 Bon, c'est vrai, il y a cette colère-là qui était, si je peux me permettre, stockée en eux. Mais quelque part, il aurait fallu quand même que le CNSP arrive. Il aurait fallu aussi que le CNSP crée les conditions pour que les gens s'expriment. Nous sommes dans un régime d'exception. Il faudrait reconnaître que le CNSP a levé le pied. Aujourd'hui, quand on observe, au-delà même de tout ce qui va dans le sens positif par rapport à notre pays, il y a aujourd'hui des critiques. Et le CNSP, en tout cas, supporte. Justement, parmi ces critiques, on parle de pauvreté qui s'est aggravée, de la cherté de la vie. Est-ce que ce n'est pas un échec pour les autorités? Pour moi, ce n'est pas un échec parce que le peuple était prêt. Quand on coupe l'électricité sur un pays, quand on ferme les frontières drastiquement, quand on gèle les comptes d'un pays, je vais juste rajouter qu'aujourd'hui au Niger, quel que soit ce que tu as en banque, tu n'as pas
accès à plus de 50 000 ou 100 000. Donc, quelque part, c'était prévisible et le peuple s'est préparé. Maintenant, ce qu'il faut déplorer, c'est l'aspect alimentaire, c'est l'aspect commercial. Il faut vraiment reconnaître que certains commerçants ont failli. Puisque les premiers jours du coup d'État, on peut quand même s'imaginer que c'était des stocks qui étaient là bien avant. Et malheureusement, les gens ont profité, gonflé les prix. Et là, quelque part, il faut reconnaître que le CNSP aurait pu mieux faire. Le ministre du Commerce, je l'ai vu autant que tous les Nigériens faire le tour des magasins, ce qui à mon avis n'est pas normal. Mais quelque part, je pense que l'État ne peut pas quand même manquer de moyens, de pression, ou en tout cas de trouver des solutions d'entente avec les commerçants. Ils ont déjà fait 25% de réduction sur... le dédouanement. Oui, sur le dédouanement et tout ce qui est comme taxes. Les taxes ont oui. été réduites à 25%. Donc, mais pourquoi alors les commerçants ne font pas en sorte que ce patriotisme qui anime le peuple les anime aussi? Donc moi je pense que... Est-ce qu'on peut penser que c'est une façon de soutenir l'ancien régime aussi, selon vous? En fait, beaucoup de gens l'ont dit, il faut le reconnaître. Parce que les grands commerçants qui ont été invités dans la deuxième semaine au niveau du palais présidentiel, on a tous vu leur tête, la majorité écrasante à 95% sont de l'ancien régime. Mais je pense quand même qu'un commerçant n'a pas à réfléchir dans ce sens-là. Un commerçant, c'est un homme d'affaires, quel que soit le régime qui est là. Logiquement, il cherche à faire son travail, à chercher bénéfice, à produire, à fructifier sa fortune. Mais avant tout, on est citoyen d'abord. Et voilà, il faut que le pays marche pour qu'on puisse vendre et gagner voilà, des bénéfices. Vous donc, voulez réagir, vous souhaitez réagir à ça? Oui, je voulais dire que, c'est-à-dire les commerçants qui se livrent à ça, ils doivent se dire qu'ils sont des acteurs économiques. Un acteur économique, c'est quelqu'un qui travaille pour le pays, pas pour un régime. C'est ça le problème. C'est-à-dire le gouvernement a manqué de stratégie. La meilleure stratégie, c'était d'inciter les plus patriotes. Parce que j'ai vu, on a montré un qui vendait à 12 000. Jusqu'à aujourd'hui, on m'a dit qu'il vend à 12 000. Ce monsieur, on aurait dû l'aménager, lui faire des facilités et agrandir son espace pour qu'il puisse importer beaucoup plus. Et même ouvrir des points à l'intérieur du pays. Des points à l'intérieur et ils versent ça dans le pays. Ils seront obligés de baisser le prix. Ouais. Ça, c'est le manque de stratégie du ministère. Et puis les prix, là, qu'ils disent qu'ils fixent. Malgré le désarmement tarifaire, ils veulent faire croire que le prix là de 15 000, c'est ça. Non, on peut envoyer la police économique, on peut ramener la police économique, envoyer au port, essayer d'investiguer pour savoir les frais là qu'ils touchent. On calcule les frais et en rentrant avec la marchandise, on peut savoir son prix de revient et on peut calculer et même contacter les sociétés. Le prix se calcule de manière scientifique. Tu ne peux pas imposer un prix comme ça. Il y a des techniques en 30 secondes pour faire un prix. Mais tu vas me permettre quand même de juste préciser quelque chose. En fait, ce qui est aberrant au niveau de ces commerçants, c'est que du port de Lomé, puisque le Bénin, tout le monde sait ce qui se passe, c'est hermétiquement fermé. Même ceux qui essaient de dévier vers le Togo aujourd'hui, c'est aussi fermé. Mais du port de Togo au Burkina, de Burkina à ici, tout le monde est conscient, le général Kani l'avait dit dans un de ses messages, que l'État contribue énormément dans l'escorte, dans la sécurisation. Mais comment est-ce qu'un commerçant qui, avant qu'il n'ait sur place ici, ses marchandises doit être sécurisées sur la route, peut se permettre certains comportements? Moi, je pense que quelque part, comme l'a dit Youssouf Kado, il y a eu défaillance, et il y a eu lenteur. On a compris. Monsieur, vous souhaitez réagir à 30 secondes? C'est assez intéressant parce que, vous savez, chasser le naturel, revient au galop. Si vous observez, en fait, on a un comportement commercial assez particulier au Niger. Quand quelque chose augmente, on ne revient pas au prix initial. Ça, c'est une pratique qu'on retrouve au Niger. J'entends beaucoup les femmes dire ça. Oui, une pratique. Vous faites le test, vous prenez 10 ans, 20 ans en arrière, vous allez vous rendre compte que tous les produits qui ont augmenté, en tout cas, redescendent difficilement. Même lorsqu'il s'agit d'une situation conjoncturelle, la conjoncture passe, mais les prix restent. Les prix, par exemple, des taxis
ont augmenté parce qu'une période, il y a eu l'augmentation du carburant. Le prix est revenu à la normale, le coût est resté comme tel. Donc tous les produits, et en fait au Niger, on a cette particularité. On a compris. On va évoluer en fait, dans le débat avec le dernier tour de table. Voilà, au niveau de la faute, il faut voir en fait toutes nos politiques que nous faisons sur la gestion des ventes, la gestion en fait des prix au niveau national. Et ça, c'est sur des années. À l'époque, sous Barré, si j'ai bonne mémoire, à un moment, c'était les militaires qui venaient vendre les poulets. Vous vous rappelez? Donc on n'a pas en fait suivi cette politique. On n'a pas mis en place une police de prix qui contrôle les prix et qui essaie de voir en fait est-ce qu'il n'y a pas un dépassement de ces prix-là. Donc c'est ce que nous sommes en train de payer actuellement. On a compris. On va terminer sur les perspectives, mais aujourd'hui on sent de plus en plus des revendications sociales, notamment en ce qui concerne l'assainissement. Peut-être il faut informer nos téléspectateurs que les noms des membres de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale sont désormais connus, les 35 membres. Mais les gens se plaignent, ils disent que ça ne va pas vite, ça va lentement. Est-ce que dans les perspectives, il n'y a pas à craindre un certain effritement du soutien populaire au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, selon vous? Ce que vous avez qualifié de grogne, en fait, ne va pas conduire à l'effritement. C'est normal, après une période d'émotion. En fait, la population, c'est vraiment un choc que la population a reçu, la menace de la guerre. Et on a vu l'émotion et cette émotion a beaucoup contribué à la mobilisation populaire. Et après la chute de cette émotion, à chaque fois, ça c'est quelque chose qu'on peut observer un peu dans tous les États, il y a soit une sorte d'esprit de revanche, il faut prendre la revanche, ou tout simplement on va aller à la recherche d'un bouc émissaire. Ça c'est humain. C'est humain, donc c'est un peu, nous sommes maintenant dans ce processus-là, mais c'est un processus qui va passer, il y aura des gronds, il y aura des débats, il faut arrêter un tel, il faut arrêter un tel. Mais si on veut le changement... 100 jours, les délinquants économiques sont en train de partir, certains transferts, dit-on, les fonds qu'ils ont volés, qu'ils auraient volés plutôt. Mais vous savez... c'est une défaillance aussi des autorités en place. On critique un système qui ne fonctionne pas, on dit la justice est sous coupe, extra, mais imaginez encore, on espère un changement et on reproduit ce que l'on critiquait. Enfin, ça colle pas, vous voyez. Donc, le plus important, c'est d'abord donner une autonomie à la justice, laisser la justice faire son travail. C'est un travail lent. C'est un travail lent. Parce que vous pouvez voir quelqu'un avec une richesse, si vous n'avez pas de preuves, sur quoi vous allez l'arrêter? Même s'il y a des éléments, en fait, vous pouvez arrêter quelqu'un pour vice de procédure. La personne peut, en fait, gagner et s'en sortir. Vous voyez? Donc, il y a tous ces paramètres-là, en fait. Oui. D'accord. Merci, docteur Boubé Salifou. Je rappelle que vous êtes consultant international. Vous êtes également enseignant en philosophie et en Sciences Po. Vous enseignez aussi bien en France qu'au Niger. Monsieur Abdelkader Karim Malo, vous êtes acteur politique. Alors, selon vous, les perspectives, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur la nouvelle direction prise par notre pays? Non, je pense que tout se passe assez bien. À partir de ce que j'ai entendu au sujet des opérateurs économiques, moi je vais évoquer 5 points rapidement. Le premier point, c'est d'abord la communication. Je pense au niveau du gouvernement et du CNSP, il a manqué peut-être suffisamment d'offensive communicationnelle. Ces opérateurs économiques, c'est des Nigériens comme vous et moi. J'ai discuté avec beaucoup d'entre eux et je sens qu'il y a quelque chose qui leur manque. Il y a une approche sociale, il y a une approche citoyenne, disons qu'ils ont bien voulu avoir, qu'ils n'ont pas encore jusque-là. Je pense dire qu'ils n'ont pas été motivés. Bien sûr, je crois qu'il faut aller vers là. Et si nous devrons donner un avis par rapport à tout ce qui se passe, c'est là qu'il faut aller. Il faut améliorer la qualité de la communication. La communication, c'est non seulement vis-à-vis d'eux, mais c'est vis-à-vis de l'ensemble du pays. Aujourd'hui, les Nigériens ont besoin de comprendre, les Nigériens ont besoin d'être au pas
de l'information au jour le jour pour que tout ce qui se passe, qu'ils le sachent. Je pense que quand ils ont commencé avec le communiqué, au départ, tout le monde était pris dans l'atmosphère, dans la faveur de la communication. Il fallait continuer. Je crois qu'il y a une baisse de rythme par rapport à la communication et je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une certaine absence dans l'équipe gouvernementale. Ça ne tient pas très bien, ils ont besoin d'être présents, ils ont besoin d'être réveillés. Mais je crois qu'il faut aussi qu'il y ait une certaine conjugaison à leur sein. La conjugaison, cela suppose que ce que chacun fait, l'autre doit le savoir. Et je crois qu'il faut que tous concourent au même objectif. Donc la présence gouvernementale, la conjugaison... Non, ce n'est pas le cas. À mon avis, ce n'est pas encore le cas. Il faudrait bien qu'on ait à la conjugaison, il faut bien qu'on ait à la communication dans l'équipe gouvernementale pour que chaque membre du gouvernement sache que ce qu'il fait a un impact sur ce que fait l'autre. Je crois que ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est la question de la ferveur sociale. Tous ces mouvements qu'on a créés, tous ces mouvements qui accompagnent, qui tracent les voies, je crois qu'il faut la maintenir. Parce que la révolution, c'est d'abord ça. Et la révolution, c'est une flamme. Tant qu'on ne la souffle pas, elle va s'affaisser. Donc je pense qu'on a besoin quelque part d'innover, de réfléchir, d'avoir une certaine ingénierie sociale pour que cette ferveur-là, cette mobilisation-là, qu'elle aille en crescendo. Elle ne doit pas diminuer. Parce que dès lors qu'elle va commencer à se faire en déclin, eh bien, nous allons tous sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je crois qu'il faut la maintenir. Le quatrième élément maintenant, c'est l'offensive diplomatique. Je pense au-delà de ce que nous avons comme l'AES, c'est un bon départ. Il faudrait bien qu'on aille vers le Togo, il faudrait bien qu'on aille vers la Guinée, il faudrait bien qu'on ait les 5 pays de l'UMOA, eh bien, évidemment, qui vont rivaliser dans le 8. Individuellement. Nous serons 5 partis, nous serons 5 pays dans une UMOA qui n'a que 8. Mais bien sûr, dans ces conditions, on aura la majorité au sein du pays de l'UMOA. Nous aurons la capacité politique de faire de l'UMOA ce que nous voulons. Est-ce que nous avons besoin de changer de monnaie? Est-ce que nous avons besoin de modifier quelque chose au sein de l'UMOA? Est-ce que nous avons besoin de modifier le comportement politique de l'UMOA vis-à-vis des peuples? Ça, je pense que même le nom. Donc là, il n'y a que ça à faire. Hein. Nous sommes déjà pour le monde 3. Il y a 2 qui sont en train de... Il faut continuer à les faire venir. Le dernier élément maintenant, c'est la question de la COLDEF. La commission que tout le monde attend. On a vu, les gens étaient impatients. On a la chance d'avoir un membre de la commission. Je pense à lui adresser, à lui, mais c'est adressé aussi à NSP et au gouvernement. Cette commission-là, on l'a attendue. Quand même, il y a eu l'ordonnance, on a attendu pendant longtemps la composition de la COLDEF. Quand on a annoncé la composition à 35, on a longtemps attendu que les membres soient connus. Vraiment. Ça aussi, je pense, c'est peut-être un petit problème. Maintenant qu'elle est là, il faut qu'elle fasse comme si elle est là. Il faut qu'elle se mette au travail. Il faut que tous les dossiers pendant, elle les connaisse, mais il faut aussi qu'elle crée ses propres dossiers. Je pense qu'il y a une des absences politiques, une des grognes sociales dont on entend le son aujourd'hui, c'est que les délinquants continuent à courir. Hein, les délinquants politiques, les délinquants sociaux, les délinquants économiques. Juste pour terminer, selon la composition de la COLDEF que vous avez vue, est-ce que c'est rassurant? Moi, ça me rassure. Honnêtement, ça me rassure. Vous êtes d'accord avec les membres? Je connais au moins 15 ou 20 de 35. Moi, personnellement, ça me rassure. Ça me rassure maintenant à condition que le subjectif, ça c'est l'objectif, mais il faut que maintenant subjectivement qu'ils aient la capacité de travailler comme l'ordonnance l'a dit, qu'ils aient les moyens d'aller, qu'ils ont le pouvoir politique de mener à bien leur mission. Je pense que c'est comme ça qu'il faut et en ce moment-là, je crois que tout le monde sera confiant que les choses sont en train de bouger. Merci M. Mamalo, on a pris, le CNSP a certainement dû prendre bonne note de vos propositions, merci. Docteur M. Issoufou Kado, selon vous, comment entrevoyez-vous les perspectives, surtout avec ce dont on parle, cette revendication sociale de plus en plus forte contre l'impunité et aussi la situation économique qui commence à se faire ressentir à travers la pauvreté et la cherté de la vie? Vous savez, comme dit Bokassa, quand on l'a renversé, il disait le peuple aime le changement. Vous savez, si vous vous rappelez des différents coups d'État qu'il y a eu au Niger, d'abord le coup d'État de 1974, on a enfermé les gens, on a arraché leurs biens. Par finir, avec des enquêtes judiciaires, on les a restitués leurs biens. Je crois que le seul bien dont tout le temps je me plains, c'est le jardin du vieux Kazandé. Jusqu'à présent, c'est un projet qui est là-dedans, on ne l'a pas restitué. C'est le seul qui est là d'ailleurs quand il y a eu coup d'État. Il n'a même pas de maison. Il logeait dans la maison de son chef de cabinet. C'est après qu'un de ses amis, Kounché, qui est son ancien élève, l'ont aidé à avoir la maison où il y a sa famille là-dedans. J'en connais quelque chose puisque je les fréquente. C'est un grand-père à moi, quoi. Donc, je peux vous dire que, bon, c'est des erreurs comme ça, je suppose que le CNSP veut éviter. Quand vous prenez autant de Kounché, il y a eu des inspections
où on a arraché les biens de Sidibé Etienne, de Albora Naba, par finir à une ordonnance qui les a restitués leurs biens. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter ce genre d'erreurs, aller avec méthode, aller en respectant les règles. Il suffit d'une petite règle de droit qui n'est pas respectée. Le monsieur, s'il a des bons avocats, il va devant la justice, on lui restitue ses biens. C'est ce qui s'est passé. Tous les biens qu'on a arrachés des gens du pouvoir de Djori, on les a tous restitués. Donc, selon vous, on n'a rien à craindre pour les perspectives? Oui, pour les perspectives, moi, je pense que les gens dont on dit qu'ils ont détourné là, il suffit, il y a les anciens dossiers qui sont là, où les gens ont reconnu. Puisqu'il ne faut pas perdre de vue quand vous partez inspecter quelqu'un. Normalement, un inspecteur d'État ou un inspecteur des finances, quand il va inspecter, il dresse un rapport provisoire. Quand vous faites votre rapport provisoire, vous envoyez à la personne pour qu'elle apporte sa contradiction. Et vous êtes tenu, même si vous n'êtes pas d'accord avec la contradiction, de mettre la contradiction écrite dans votre rapport et vous envoyer à la justice. C'est la justice qui décide. Un rapport d'une inspection d'État, ce n'est pas une ordonnance de justice. Le juge peut tenir compte ou ne pas tenir ou demander sa propre information judiciaire. Donc, vous voyez, les gens sont pressés sur la base souvent de certains rapports. Les rapports peuvent être erronés ou juste dire d'aller arrêter les gens comme ça. Non, il y a une procédure qu'il faut respecter. Sinon, on risque d'avoir des problèmes avec la justice. Il faut d'abord même la justice l'assainir. Parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de la justice, et beaucoup de magistrats. Ils ont un service d'inspection. Leur service d'inspection produit des rapports qui souvent restent classés. Je suppose que ces rapports-là vont être versés à la Prodef et des différents rapports seront analysés. Maintenant, à partir des analyses des rapports, de voir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est juste, il y a une agence judiciaire qui va se prononcer. Donc il y a des étapes qu'il faut respecter. Maintenant, pour parler des perspectives économiques, M. Kado, est-ce qu'on doit s'attendre à une levée des sanctions de la CEDEAO et des deux mois? Mais bien sûr, la CEDEAO n'a plus de raison. Elle sera même disloquée, la CEDEAO. À partir de la création des États du Sahel, là, moi je vois la CEDEAO ne pourrait pas survivre. Mais tout à l'heure, beaucoup l'ont dit déjà ici. Le Conseil de sécurité de l'Union africaine. L'Union africaine a pris des décisions et ils sont obligés de les respecter. Il n'y a que Ouattara, Macky Sall et puis comment il s'appelle là. Donc vous pensez que les sanctions seront bientôt levées? Même Talon est en train de reculer à cause du pipeline. Sinon, on risque de l'orienter vers le Togo ou bien même d'arrêter à partir des Gaïa. Créer une sorte de raffinerie à partir de Gaïa. Oui, ceux qui veulent acheter notre pétrole, ils n'ont qu'à venir l'acheter. D'accord, monsieur Kado, on a 3 minutes et il nous reste 3 minutes. On s'arrête, on dit, bon écoutez, on n'a pas besoin d'amener notre pétrole à la mer. On fait une raffinerie à Gaïa. Il y a de l'eau. Une raffinerie, ça ne se construit pas du jour au lendemain, ça prend beaucoup d'années. Ça ne prend pas d'années. Ici, ils ont les moyens. Les Chinois, c'est des grands bosseurs. Ils peuvent, la raffinerie de Soraz n'a pas pris des années. Non, oui, c'était rapide. Quand Tanja les a appelés, ils ont fait ça rapidement et ils peuvent le faire à Gaïa. Ils peuvent la faire à Gaïa. Ou à défaut, orienter le pipeline vers le Togo. Moi, je n'ai pas confiance au Togo. Je n'ai pas confiance au Béninois. Il y a même le Tchad dont le trajet est relativement très court par rapport au Togo. Il y a la question sécuritaire. D'accord. Aussi, on va terminer avec vous, M. Rabani. Juste après un petit moment pour selon vous, en fait, les perspectives. Il est très difficile quand on est le dernier à parler, mais vous allez vraiment m'excuser. Moi, je voudrais d'abord m'opposer à mon grand frère par rapport au domaine de la justice et tout ça. Moi, je pense qu'il y a eu lenteur à 2 niveaux par rapport au CNSP. Quand il y a eu le coup d'État, on a laissé le temps aux délinquants politiques de fuir de ce pays-là. Ça, c'était une faute, à mon avis, grave. Mais le CNSP était sous menace de guerre imminente. S'il vous plaît. Il y a eu déjà, je connais au moins un ministre qui a été enlevé chez lui à 4h ou 5h du matin. Quand on a voulu l'arrêter, oui, on l'a arrêté. Les autres pouvaient être aussi dans le même lot. Je pense qu'il y a des situations qui imposent des mesures préventives. C'est ce que je voulais dire au grand frère. C'est vrai qu'il faut respecter le droit. Mais quelque part, quand vous prenez aussi les délinquants politiques, ils ont eu beaucoup de temps, beaucoup sont partis. Et c'est eux qui nous posent problème aujourd'hui, à partir de l'extérieur. Les délinquants économiques, beaucoup sont connus, beaucoup ont des dossiers.
Je crois que ces gens-là, quelque part, le CNSP a les moyens de les retrouver, de leur dire clairement que ils seront... Ils doivent ramener l'argent du... Non, pas ramener l'argent, c'est pas ramener l'argent comme ça, mais au moins faire en sorte que des mesures soient prises de surveillance, par exemple. Beaucoup sont partis ou ont eu les moyens de faire partir ceux qu'ils veulent faire partie du Niger. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Maintenant, il y a ce que nous observons, parce que nous sommes sur les réseaux sociaux et on lit beaucoup, on écoute beaucoup. Le Nigérien, comment quand tu l'entends, les Nigériens se plaignent d'abord de la communication du gouvernement. Ça ne va pas. La communication, elle est lente. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est devenu dans une sorte de village. Le gouvernement ne doit pas attendre. Par exemple, mon grand frère l'a notifié tout à l'heure, je fais partie des gens qui ont osé dire sur Facebook, par exemple, que nous ne pouvons pas comprendre qu'on puisse signer un décret de nomination ou de création alors qu'on n'a pas les noms. Il aurait fallu attendre 48 heures pour avoir les noms ou les membres. La liste définitive. C'est stratégique, il faut d'abord sécuriser ces personnes avant... Tu penses aujourd'hui, tu veux dire que mon grand frère à côté de moi, il est sécurisé. Donc, mais il y a aussi le choix, M. Rabani. Juste relever. Est-ce que ce n'est pas un choix, est-ce que ce n'est pas un choix du gouvernement de ne pas trop communiquer pour éviter les erreurs d'Emmanuel Macron, par exemple, qui dit mon ambassadeur ne quitte pas, il finit par quitter. Il dit mes militaires ne quittent pas, ils finissent par quitter. En tant que citoyens, s'ils ont leur choix, nous aussi nous avons le droit d'apporter notre appréciation. Et pour le moment, la communication, elle doit être vue. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous disent que le CNSP doit dépasser la lecture de communiqué, excusez-moi. Maintenant, il y a un autre point au niveau des nominations. Quand on renverse un système, il faudrait nécessairement quand même que le peuple sente un changement. Beaucoup de gens de la société civile ont dénoncé le fait qu'on continue encore à marcher avec les mêmes gens dont on a décrié leur système et on les a renversés. Donc, et dans d'autres nominations, ce sont les mêmes gens du même ou des mêmes partis politiques qu'on a renversés qui reviennent. Ça aussi, ça ne va pas. Il y a aussi un manque de gouvernance offensive. Il faut que quelque part, le CNSP, quand le général Toumba a été à Lomé, je vous promets que tous les Nigériens étaient fiers et contents. Parce que quelque part, c'est ce que nous attendons. La salle était silencieuse, tout le monde l'écoutait, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a, au niveau du gouvernement, je ne dis pas qu'il y a des gens à changer. Ça, ce n'est pas de mon pouvoir, mais ça ne va pas. C'est calme, c'est lent. Alors que je veux finir en disant qu'il y a des attentes. Ça c'est vrai, moi j'ai eu à le dire au gouvernement. Vraiment, il y a des attentes qui refusent de venir. Les plus pressantes, le pétrole. S'il vous plaît, le CNSP, diminuez le prix du pétrole. Avec ces sanctions Mais oui, parce que... Mais quelque part, nous avons la capacité de vendre. Nous avons la capacité de vendre notre pétrole. Le Nigeria achète notre pétrole. Le Nigeria, ce n'est pas que le Nigeria. On a vu le Togo, le Burkina Faso, le Bénin. Monsieur Rabani, vous parlez du pétrole ou du prix du litre à la pompe? Oui, du prix du litre à la pompe. Pour que le peuple... Parce qu'aujourd'hui, les Nigériens souffrent, mais avec fierté et résilience. Je ne suis pas en train de pleurnicher, mais quelque part, je pense que de 2011 à aujourd'hui, même une seule fois, on n'a pas diminué un seul franc sur la pompe. Et je crois que pour nous remercier le peuple, le CNSP doit penser à ça. Pour finir, je pense que nous devons avoir l'humilité d'aller négocier la CEDEAO. Moi, j'ai suivi l'ancien président Salou Jibo, à qui le chef traditionnel de Gunju avait rendu visite, vous vous souvenez? Ça fait presque 2 mois. Oui, il a visité tout le monde. Et dans le compte rendu que le général Salou avait fait, c'était qu'il faille rassembler les anciens présidents de la République du Niger, les anciens premiers ministres, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, pour voir ensemble ces gens expérimentés, dans quelle mesure ils puissent aider le CNSP. Aujourd'hui, je crois que la CEDEAO, quel que soit l'aspect réactionnaire de quelqu'un comme Macky Sall ou Talon,
quand il le reçoit, vraiment, ces gens-là, je pense qu'il peut écouter. Mais que faites-vous de ceux qui disent que la CEDEAO n'a pas elle-même décidé, elle est en train d'exécuter des ordres qu'elle a reçus? On va revenir, on va faire rapidement un dernier tour. Monsieur Mamalo, oui, juste très rapidement, la rediffusion du journal. Nous avons fait des recommandations à l'endroit du gouvernement et à l'endroit du CNSP. Nous sommes en train de traverser une période extrêmement délicate, celle qui viendrait avec le dialogue inclusif et qui déboucherait bien sûr sur l'après-transition. Ça sera des moments très difficiles. Ça serait des moments où on va tenter de faire jouer la légitimité et la légalité. Et c'est en ça que moi j'ai fait un appel aux intellectuels, notamment aux magistrats. La légitimité, c'est quoi la légitimité? C'est ce que les citoyens veulent, c'est le désir de soutenir leur aspiration légitime qu'on essaie de traduire en acte politique. C'est ça la légitimité. La légalité, ce n'est qu'un craquant juridique, disons, mentionné sur papier formel ou sur des écritures formelles. Donc nous aurons certainement à faire aller les deux. Dès lors qu'il y a un conflit entre la légitimité et la légalité, moi je suis de ceux qui pensent qu'on met la légitimité devant, qui automatiquement va entraîner la légalité. Mais la légalité n'entraîne pas la légitimité. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai entendu un peu ce qu'ils disent par rapport à la justice, par rapport aux dossiers qui attendent, mais on ne va pas trop pinailler sur la légalité. Je pense que c'est une période d'exception maintenant. Ça sera un moment très fort, un moment d'attente populaire très dense, où il faut d'abord mettre au devant ce que le peuple désire, ses aspirations légitimes, donc la légitimité, et bien sûr après on habillera ça avec la légalité. Mais si on prend l'erreur ou le risque de faire d'abord la légalité après la légitimité, il n'y aura jamais de réponse au problème. Et surtout je pense que voilà ce que l'intérêt général commande. Mais bien sûr, c'est ça la légitimité. L'intérêt général commande et il faut aller dans le sens de la commande de l'intérêt général. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Abdelkarim Mamalo. Je rappelle que vous êtes homme politique. Très rapidement, on termine. En conclusion, Dr Boubé. En conclusion, je partirai de ce que mon interlocuteur vient d'expliquer sur cette question de légitimité et de légalité. Je pense que ce qui est le plus important actuellement, c'est au lieu de faire place plus à l'opinion qu'à la légalité, en fait, c'est de voir ou de proposer des projets qui vont concilier à la fois le désir sans pour autant transgresser cette question de l'égalité. Parce que il faut en fait il faut que nous soyons très prudents sur la question de l'égalité. C'est vrai, c'est une période d'exception, mais la période d'exception, en fait, aussi, il faut voir les implications pour ceux qui animent cette période d'exception. On a vu, après des élections, des militaires qui ont dirigé se faire juger. Vous voyez, et souvent, c'est en toute légitimité qu'ils ont agi, ou bien ils ont répondu à une aspiration populaire. Parce qu'il faut distinguer aussi, tout simplement, l'opinion ou les émotions qui animent l'opinion et maintenant la raison. Les rigueurs de la loi. Voilà, non, la raison même qui gouverne en fait ces opinions-là. Est-ce qu'il faut se pencher vers l'émotion de ces opinions ou bien vers la raison de ces opinions-là? Vous voyez. Merci, docteur Boubé. Merci beaucoup, Monsieur Kado. En conclusion. Oui, en conclusion, moi je suis d'accord avec eux quand ils disent que le droit doit aller à la volonté populaire. Il doit aller à la rencontre de la volonté du peuple, mais avec prudence. Puisqu'on a vécu, si on regarde le rétroviseur avec l'ancien régime du PPNRA, quand on les a renversés, tout le monde a applaudi qu'on a arraché leurs biens, mais par finir, ils ont poursuivi le combat judiciaire et ils l'ont gagné, on les a restitués. Avec Kounché, c'était la même chose. Il a arraché des biens. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, donc je vous dis, il faut être prudent. C'est pour ça qu'il faut anticiper. Ceux qui ont volé là, il y a des traces. Par exemple, dans le domaine du pétrole dont vous parlez, quand le président Tanja a négocié la raffinerie de Zander, il avait bien un prix. Je ne sais pas si vous avez suivi son porte-parole, Ben Omar, qui disait c'était le litre à la pompe, c'était à 300 francs qu'on devrait nous le vendre. Mais dès que le régime dessus est venu, ils ont essayé de développer des arguments économiques qui ne tiennent pas pour dire que la négociation a été mal faite avec Tanja. Alors que Tanja, lui, il a été terre à terre avec les Chinois. Tout le monde sait dans quel contexte qu'il a... Ouais. Les gens même disaient que c'était de l'eau. Ils n'étaient pas convaincus. Donc, ils sont venus... C'est ça qu'il faut revisiter. Il faut revisiter le contrat et savoir ce qui s'est réellement passé. Puisque j'ai vu dans la presse, on nous dit que c'est 20 000 barils que nous vendons.
lui, il a négocié 20 000 que nous vendons et eux, ils prennent une partie. J'ai vu dans les investigations, maintenant, on parle de 35 000. Au lieu de 20 000. Bon, où sont les 15 000? Donc, bon, ça reste à confirmer aussi. Quand tu prends la Sonidep, qui est une société qui est là, qui est chargée de vendre ce pétrole-là, c'est une société actuellement qui est mourante. Il faut aller à la banque. D'accord. Le temps qui nous est il faut faire un travail sérieux. D'accord. Mais il ne faut pas aller rapidement. Il y a un adage à Hausa qui dit si tu ne sais pas attraper le voleur, il va t'attraper. Il faut aller méthodiquement. C'est vrai, il y a eu des dégâts, les gens ont volé des milliards. Il faut une stratégie pour pouvoir les attraper. On a compris, on compte sur la Coldef pour cela. Pour terminer il ne faut pas aller comme ça, yeux fermés, et ça va produire l'effet contraire. En 30 secondes, c'est l'heure de la mission. Ma conclusion, c'est que, à mon avis, le CNSP doit aller à la vitesse supérieure. Deuxièmement, le CNSP doit écouter le peuple. Je suis d'accord, il faut être légaliste. Mais s'il vous plaît, la loi, logiquement, elle est là pour arranger les gens. Pas le contraire. Pas le contraire. Bien sûr. Donc aujourd'hui, si le CNSP prête réellement et vraiment oreille à ce que veut ou attend ce peuple-là. Mais qui est ce peuple, Rabani? Ceux qui ont le micro, non, ceux qui sont dans le Niger profond. Non, dans le Niger profond, tout le monde. Tout le monde. Quelquefois, tu vas voir que ceux qui ont le micro, ils sont sincères et honnêtes et rapportent ce que dit, comment on appelle ça? Le peuple a la soif de la justice. Voilà. Donc, il y a aussi des gens qui ont le micro, qui présentent ou représentent ou qui défendent des intérêts privés communs. Mais si le CNSP veut réellement trouver le vrai peuple, écouter le vrai peuple, il ne manquerait pas de moyens de le faire. Donc ma conclusion, c'est que il y a quelque chose que j'ai promis de faire constater, c'est qu'au niveau de l'escadrille, au niveau de l'engouement populaire, les choses sont en train de baisser. Pour moi, ce n'est pas un échec, parce que le peuple nigérien a répondu à ce défi énorme de faire partir l'ambassadeur, l'armée française avec l'aide du CNSP. Mais aujourd'hui, il y a un certain désengagement. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes peut-être. Bon, moi, je pense que le désengagement est dû au fait que vous ne vous entendez pas entre vous. Il n'y a pas une unité d'action des organisations de la société civile. C'est ça qui fait Moi, j'étais là. On va continuer le débat hors micro. On va continuer le débat hors micro. Voilà, donc, c'est encore le rôle du CNSP de faire en sorte que les gens s'entendent. Je crois que le CNSP a les moyens de rassembler tout le monde, de raisonner tout le monde, d'accompagner tout le monde. D'accord. Cette histoire on a bien compris. C'était l'émission débat contour de la télévision Labari. Nous étions avec Dr Boubé Salifou. Il est enseignant de philosophie et sciences politiques en France et au Niger. C'est également un consultant international. Nous avions aussi M. Abdelkarim Mamalo, qui est agronome de formation, mais homme politique bien connu aussi. Et juste à côté de moi, nous avons Issoufou Boubacar Kado, qui est un analyste que l'on connaît bien dans nos médias et consultant en finance. Et enfin, le citoyen, le membre de la diaspora, Rabani Haruna, activiste des réseaux sociaux. Merci à tous d'être là. Le sujet est loin d'être épuisé. Nous aurons certainement à revenir sur les actions du CNSP, mais surtout pour dégager les perspectives pour notre pays. Merci de nous avoir suivis depuis chez vous ou ailleurs. On se retrouve très prochainement sur un autre sujet dans l'émission Contour sur la télévision Labari, toujours, Inch'Allah.